Si vous voyez les courbes qu'il y a au-dessus de ce graphique, vous vous rendrez compte que les phases ne s'excluent pas. La première phase, celle qui consistait à redresser, démarre évidemment en 2024 avec l'élection du président de la République et se termine quasiment à la fin de ce cycle, c'est-à-dire en 2029. Mais vous vous rendez compte que la courbe jaune qui suit, c'est-à-dire l'impulsion, n'attend pas qu'on ait terminé la phase de redressement. Dès le milieu du mandat, c'est-à-dire d'ici 2026, nous démarrons la phase impulsion qui prendra fin en 2034. Et la phase accélération démarre presque simultanément avec la phase d'impulsion, ou 1 ou 2 ans après le démarrage de la phase d'impulsion. Et donc avant la fin de la première phase, c'est-à-dire le redressement. C'est une action combinée avec plusieurs phases qui ne s'excluent pas, mais avec la priorisation de l'une ou l'autre phase selon les périodes. Le redressement, pour le slide qui suit, doit nous permettre de faire un certain nombre de choses. D'abord, les réformes préalables à des actions futures. Un certain nombre de réformes, réforme des institutions, réforme de la justice, réforme territoriale, décentralisation, déconcentration, et j'en passe. Il faut comprendre donc que la phase de redressement ne commence pas aujourd'hui avec le document que nous vous présentons. C'est l'un des éléments de ces réformes préalables, c'est-à-dire l'assainissement du cadre macroéconomique dont a parlé tout à l'heure M. le ministre de l'Économie. Il faut comprendre donc que cette phase de redressement a démarré depuis les premiers jours du mandat, puisque le président de la République a convoqué les assises de la justice, ça fait partie de la phase de redressement, les assises politiques, ça fait partie de la phase de redressement, un certain nombre d'états généraux sectoriels ont été organisés dans le secteur de l'industrie et du commerce, dans le secteur de l'hydraulique, dans le secteur du transport, entre autres. Toutes ces opérations s'incrustent dans cette phase de redressement. Et donc, vous pouvez situer l'opération, l'exercice d'aujourd'hui dans cette première partie, c'est-à-dire les réformes préalables à des actions futures, dans le sens qu'il concerne un des points, l'assainissement du cadre macroéconomique et l'impact de cet assainissement sur l'économie et sur le social. La deuxième phase, le deuxième élément de cette phase de redressement, c'est les réformes techniques qui préparent le terrain pour le développement d'autres services. Vous aurez dans ces réformes techniques les réformes sur le plan du numérique, par exemple. L'identité numérique unique est un élément important de cette phase. J'allais dire même tout ce qui a été conçu dans le New Deal technologique. Et la troisième phase, c'est la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Je crois que sur le terrain de la bonne gouvernance, des actes substantiels ont été posés. Les derniers en date, c'est le paquet de projets de loi qui a été adopté avant-hier en Conseil des ministres portant sur la réforme de l'OFNAC, sur l'accès à l'information, sur la déclaration de patrimoine, entre autres, et sur la reddition des comptes. Le travail se poursuit méthodiquement dans le respect des règles de droit. L'objectif de cette première phase, c'est-à-dire la phase de redressement de la vision 2050, c'est de tourner définitivement le braquet d'un modèle ancien vers un modèle nouveau, préalable à l'impulsion et à l'accélération. Et ces réformes constitueront une des priorités du premier quinquennat. Nous avons toujours posé le débat en termes de système et non pas en termes d'hommes. Et un système, c'est beaucoup plus l'interaction de règles, d'attitudes, de comportements.
Et les réformes que nous allons entamer dans cette phase de redressement nous permettront de tourner la page de ce système que nous avons souvent décrié pour en ouvrir une autre. Pourquoi maintenant un plan de redressement économique et social? Cela est lié à l'héritage qui nous a été légué. Nous savions tous que l'héritage n'allait pas être des plus légers. Durant tout le temps passé dans l'opposition, nous l'avons crié fort, nous l'avons dénoncé avec des arguments valables et nous étions même allés jusqu'à prévenir les Sénégalais des difficultés auxquelles il fallait s'attendre, quel que soit le régime qui remplacerait le défunt régime. Et aujourd'hui, les différents audits réalisés aboutissent à un constat sans appel. L'audit des finances publiques qui a démarré avec le rapport établi par l'Inspection générale des finances, conforté, pour ne pas dire aggravé, par l'audit de ce rapport par la Cour des comptes, et enfin par le rapport de Forvis Mazars. Cet audit, ces différents audits débouchent sur un constat très difficile pour le Sénégal d'un déficit qui cumule à 14% et d'une dette publique qui est de 119% du produit intérieur brut. 14% contre 4, quelque chose pour cent qui avait été déclaré et 119% contre 74% qui avait été déclaré par l'ancien régime. Évidemment, et c'est le lieu de féliciter et de rendre un hommage à son Excellence le Président de la République, qui aurait pu faire le choix de la dissimulation. Je me rappelle des rencontres tenues autour de lui au palais avec les différents ministres concernés, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie et le désormais ministre d'État chargé de l'agenda et un certain nombre de ses conseillers, des réunions qui nous avaient permis d'apprécier la gravité de la situation, mais surtout des conséquences de l'exercice de vérité, si on choisissait de dire la vérité. Nous en étions conscients. Et le président a dit, je ne voudrais pas démarrer mon mandat sur un mensonge, je ne voudrais pas le dérouler sur un mensonge et le conclure par un mensonge. Et cet exercice de vérité a pour conséquence le respect difficile des engagements internationaux. Mais le Sénégal a tenu et jusqu'à présent, nous avons respecté notre signature, nous avons respecté nos engagements internationaux, sans pour autant que ça n'empêche le pays de continuer à faire face aux défis cruciaux à l'intérieur. C'est le lieu ici également de féliciter et de rendre hommage au ministre des Finances et du Budget, à toutes ses équipes, au ministre de l'Économie, qui chaque jour déploie un trésor d'énergie pour faire face à nos engagements internes et extérieurs. L'autre conséquence, c'est des conditions de plus en plus difficiles de financement extérieur, sur le financement extérieur. Évidemment, notre signature s'est dégradée. Vous avez vu tous les conséquences en termes de notation du Sénégal. C'était une des conséquences auxquelles nous nous attendions quand le président a décidé de se livrer à cet exercice de vérité. Le défi du retour à l'orthodoxie budgétaire, notamment l'objectif de revenir à 3% de déficit
dans moins de 2 ans, c'est-à-dire en 2027, un pas important a été réalisé dès cette année, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 8% de déficit dans la loi de finances rectificative du moins. Et donc, la moitié du chemin a été parcouru déjà. Et de revenir également à un niveau d'endettement raisonnable et respectueux des critères de convergence dans le cadre de l'espace UEMOA. Tout ceci combiné à l'attente légitime des Sénégalais. Nous sommes au XXIe siècle, les peuples sont devenus impatients. Les peuples n'attendent plus, les peuples veulent des résultats immédiats. Vous aurez beau leur expliquer la situation héritée. Évidemment, quand on hérite d'un legs, c'est avec son passif et son actif. Et plus le passif est lourd, plus la capacité à relancer et à réaliser est compromise. Mais c'est une réalité, les peuples sont à bon droit et légitimement impatients. Et le fait que le Sénégal soit projeté dans le top 5 des pays à plus forte croissance et peut-être le premier en 2025 en Afrique ne signifie pas grand-chose si l'on considère ce que le Premier ministre de l'économie vient de dire, que la structure de notre croissance, dépouillée de la croissance, le PIB agricole et hydrocarbures, révèle des performances très faibles, voire médiocres, c'est-à-dire on ne dépasse pas les 4% de taux de croissance, ce qui pose un sérieux problème de productivité, particulièrement de l'investissement. Voilà les raisons qui nous fondent à travailler à un sursaut, à essayer de trouver des solutions. Lesquelles solutions doivent être d'abord endogènes, doivent provenir de l'effort interne produit par les Sénégalais, pour eux-mêmes. Ce plan de redressement permettra de trouver de nouvelles sources endogènes. Et dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, nous détaillerons ces ressources endogènes. Il nous permettra de retrouver les équilibres budgétaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Il nous permettra d'accélérer la progression de notre économie. Ce plan de financement pour le redressement de l'économie est fondé sur un certain nombre de principes. D'abord, le respect des engagements internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tenons, quel que soit le régime qui a pris ces engagements, et quelle que soit la nature de ces engagements, évidemment, nous pouvons travailler à identifier dans ce paquet de dettes la partie de la dette odieuse et poser le débat plus en profondeur avec les partenaires. Mais globalement, nous tenons à respecter ces engagements internationaux. Nous voulons remonter cette situation héritée sans pour autant aggraver la dette publique. Nous voulons le faire sans brader nos ressources naturelles et foncières. Nous voulons le faire dans une quête de souveraineté dans le secteur bancaire et particulièrement des banques à connotation publique. Nous voulons le faire sans mettre trop de taxes supplémentaires sur les investisseurs au détriment de l'attractivité de notre pays. Nous voulons le faire par un exercice de lutte contre la fraude sous toutes ses formes et nous devons le faire dans le respect de l'équité, dans la contribution financière des acteurs, règles essentielles du droit fiscal. Alors, nous avons entendu beaucoup de développement sur les plans de redressement. En quoi ce plan de redressement est différent des autres?
Nous ne sommes pas remontés jusqu'en 1979 pour le PREF, qui semble être le premier plan de redressement, mais comparativement au financement du programme de résilience économique et sociale qui a été élaboré pour faire face aux conséquences de la crise de la Covid-19, dans son modèle de financement d'abord, le PRES avait été financé à 84,5% par les partenaires au moyen de prêts concessionnels, de dons et de reports d'échéance. L'État, pour un budget prévisionnel de 1 000 milliards, n'avait contribué qu'à hauteur de 102,25 milliards, soit 13%. Le PAP 2A, qui a pris le relais pour engranger les bénéfices du PRES, le PAP 2A projetait un budget de 14 712 milliards, qui a fortement bénéficié, plus de 60% au moins, de ressources extérieures. Pour le présent plan de redressement, 90% des ressources sont attendues de la mobilisation de ressources endogènes sans endettement. Nous ne solliciterons les partenaires extérieurs que pour la partie du recyclage des actifs que je présenterai tout à l'heure, mais tout en conservant la propriété de ces actifs, ou lors des appels publics à l'épargne sur le marché intérieur, où des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. Un autre élément de comparaison, c'est que le coût du plan de redressement sera de 33% plus élevé que celui prévu dans le scénario de base, c'est-à-dire le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel 2026-2028, qui fait des projections en moyenne d'un peu plus de 5 000 milliards. Considérez que pour ce plan, l'objectif initial que j'avais confié aux équipes, c'était de mobiliser au moins une année budgétaire de plus, d'essayer de rattraper une année budgétaire de plus, qui équivaut sensiblement à la dette cachée, à la dette qui n'a pas été comptabilisée dans nos écritures. Et comparativement donc au PAP 2A, dont les ambitions n'étaient que de 4% par rapport au schéma initial, c'est-à-dire le PAP 2. Ces éléments de comparaison nous permettent d'apporter ou d'anticiper sur un certain nombre de réponses et qui recoupent notre volonté, notre discours qu'on a toujours tenu. Hier, ici, lors de la remise des lauréats du concours général, je retiens une phrase prononcée par le président de la République, son souhait de voir les Sénégalais s'approprier du concept de souveraineté. Tout ce plan, toute la trame de ce plan répond à ce besoin, à cette option forte de souverainiser notre pays, de faire des efforts par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, 65 ans plus tard, continuer à attendre le salut de l'extérieur. L'Afrique doit évoluer et le Sénégal doit évoluer. Depuis que les constats ont été faits après les audits, tout le débat national tournait autour du FMI. Le FMI n'a pas décaissé. Est-ce qu'on aura un nouveau programme avec le FMI? Ce que nous présentons aujourd'hui n'attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais lui-même. Et c'est fort de ces constats, que nous avons sollicité l'autorisation, sollicité et obtenu l'autorisation du président de la République pour mettre une équipe autour de nous à la primature, regroupant
l'essentiel des ministères qui travaillent sur les domaines qui nous intéressaient pour la confection de ce plan de redressement. Je voudrais donc, à cette étape, féliciter les hauts fonctionnaires qui ont travaillé à ce plan. Mesdames et messieurs, le Sénégal regorge d'agents dans la fonction publique de qualité. Ils nous l'ont démontré déjà lors de l'élaboration du référentiel qui a été fait avec l'expertise exclusivement sénégalaise, accompagnée par un cabinet privé sénégalais également. Je veux féliciter tous ceux qui ont travaillé à ce document sous la coordination de M. Moustapha Sen, conseiller spécial chargé des questions économiques. Les chantiers de financement du plan tournent autour de 3. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Pour l'optimisation de la dépense publique, nous avons travaillé d'abord à l'amélioration de la planification stratégique, notamment avec la mise en place des cadres de dépenses à moyen terme, des indicateurs de performance, l'élargissement du scoring matriciel des projets. Pour tous ces éléments, je vous aurais renvoyé à la mise en œuvre de la vision sous la coordination éclairée de M. Amin Lo, ministre d'État chargé de l'agenda, appuyé par le box de M. Birom Oloba. Il y a la digitalisation et l'optimisation également de la commande publique. L'introduction de mécanismes de modernisation de la commande publique, de plateformes digitales, mais également la rénovation des procédures d'exécution budgétaire sur lesquelles M. le ministre des Finances a beaucoup travaillé. Évidemment, pour ce qui est de la commande publique, des aspects importants comme la mise en place d'une centrale d'achat qui nous permettra de regrouper un certain nombre d'opérations, de rationaliser également les acquisitions, est un élément extrêmement important. Et enfin, la réduction de la taille de l'État, où les équipes ont travaillé à la fusion et à la suppression d'un certain nombre de structures, particulièrement des structures des agences d'exécution, mais également pour l'administration classique, un travail de resserrement va être fait. Le second axe, c'est la mobilisation des ressources domestiques. La mobilisation des ressources domestiques vise à aller chercher les niches, d'abord dans le secteur du numérique. Nous avons énormément de niches dans le secteur numérique, qui est le secteur en plein essor, mais qui jusque-là était sous-fiscalisé ou pas du tout fiscalisé dans beaucoup de ces aspects. Dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, je reviendrai sur le détail ligne par ligne. Il s'agit de la fiscalisation, par exemple, des jeux de hasard en ligne, comment on appelle ça, du mobile money, des transferts marchands également, et de beaucoup d'autres aspects comme ça, qui n'étaient pas suffisamment fiscalisés ou pas du tout fiscalisés quelque part. Il y a également l'optimisation des revenus du foncier. Chers amis, le foncier est un élément important de patrimoine qu'il convient de fructifier en évitant le plus possible de céder. On peut l'utiliser comme levier financier et levier des fonds. Le foncier bâti comme le foncier non bâti. On peut l'utiliser également pour permettre l'accès aux droits, aux titres
contre paiement de sommes bien précises, ce qui permettrait à la fois d'engranger des recettes substantielles pour l'État, mais de sécuriser également la possession pour les citoyens. Les amendes et redevances, une longue liste a été établie pour renforcer les amendes et les redevances par rapport à certains types d'infractions, par exemple au code de la route et beaucoup d'autres infractions de ce genre, dont les conséquences sont incalculables en perte de vies humaines et en dégâts matériels. Le recyclage d'actifs, nous avons beaucoup d'actifs qui nous ont coûté extrêmement cher, qui justifient une bonne partie de la dette. Les actifs portuaires, aéroportuaires, autoroutières, ainsi de suite, qu'il convient de recycler, avec l'option pour nous, toujours, de garder la propriété. Nous avons la possibilité de la concession, nous avons la possibilité de l'ouverture du capital, comme nous avons la possibilité de la cession. Nous écartons pour le moment toute possibilité de céder, mais nous pouvons concéder la gestion, particulièrement au secteur privé, et nous souhaitons qu'il soit prioritairement national, avec un partage des gains sur les dividendes. L'exploration du capital investissement également est un élément extrêmement important, corrélé à des préoccupations telles que la finance, l'économie sociale et solidaire et le développement des coopératives, notamment agricoles. La fiscalité environnementale qui, comme vous le savez, a un double objectif, à la fois dissuasif sur la pollution et donc environnementale, mais un objectif également de mobilisation de recettes, ce qu'on appelle la fiscalité verte et la fiscalité bleue sur la pollution et les différentes formes de pollution. Le financement durable, vert bleu, énormément de fonds existent aujourd'hui, qui sont des fonds gratuits souvent, les fonds verts et les fonds bleus. À travers le monde, le Sénégal est parti à un certain nombre de conventions, notamment sur la transition écologique juste, qui peuvent aujourd'hui venir abonder également cet effort. Et enfin, la rationalisation des différentes subventions. Le ciblage, un peu trop, essayer de cibler pour toucher les vrais, ceux qui ont vraiment besoin de ces subventions, aussi bien dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la distribution des produits d'hydrocarbures, ainsi de suite, pour éviter que des gens de la couche moyenne ou même des gens très aisés puissent continuer à capter les subventions au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Et enfin, les troisièmes sources de financement, c'est le financement endogène et les ressources complémentaires. Je veux citer ici l'appel public à l'épargne dont nous usons de plus en plus pour mobiliser des ressources sur le marché intérieur en monnaie locale, parce que l'un des problèmes de notre dette aussi, c'est que nous empruntons à monnaie étrangère alors qu'on doit rembourser en monnaie locale. Ça pose un problème sérieux et aujourd'hui, il faut dépasser, de plus en plus recourir à d'autres modèles qui nous permettent de mobiliser des fonds sur le marché local, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler au maximum possible des activités qui génèrent des revenus en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz ou le secteur minier. La promotion d'un secteur bancaire national fort, c'est-à-dire le secteur bancaire à capitaux majoritairement publics. Les débats sont encore en cours sur la nécessité ou non de fusionner un certain nombre d'instruments que nous avons, le fonds 6, le fonds GIP, un certain nombre d'autres banques, la banque agricole, ainsi de suite, pour, à l'image d'un certain nombre de modèles, avoir un instrument de financement de l'économie et du développement fort et structuré. C'est des débats qui seront tranchés par son Excellence le Président de la République. Des missions de benchmarking seront envoyées très bientôt pour nous approprier les expériences vécues ailleurs. La finance islamique, qui est un levier important, notamment par le soukouk, qui est une forme d'emprunt obligataire mais respectant un certain nombre de normes,
Le Sénégal en a déjà usé pour la réflexion du building administratif et du ministère de l'Intérieur des Finances, si je ne m'abuse. C'est des leviers qui permettent de lever des financements sains, comme le recours au mécanisme du WACF et beaucoup d'autres mécanismes de financement islamique. La renégociation des contrats stratégiques. Un travail est en train d'être fait. Vous me permettrez de féliciter également à ce niveau l'équipe qui y travaille, le comité de lecture, dirigé par le conseil spécial El Hadji Ibrahima Diop, qui a déjà renégocié beaucoup de contrats et de conventions. Je me rappelle, lors de nos écrits, quand on était dans l'opposition, nous nous référions aux statistiques de l'OCDE, qui chiffrait à peu près les surfacturations dans les marchés publics, dans les pays à économie avancée, comme on dit, à peu près 11%. Pour le travail que nous avons commencé à faire, qui touche peut-être principalement le secteur des BTP, un peu l'énergie, un peu la santé, etc., le constat c'est que nous sommes déjà à 18% de surfacturation sur les marchés publics. Et les gains qu'on ferait, rien qu'en assainissant ce volume dans le budget d'investissement, nous permettrait d'engranger des profits significatifs. Je vous déroulerai tout à l'heure un tableau sur le détail des lignes de ressources, sur les ressources domestiques, les ressources recyclables, le financement complémentaire au endettement et la réduction de la taille de l'État. Mais les ressources attendues sur les 3 ans, 2025-2028, pour les ressources domestiques additionnelles, nous attendons 2111 milliards. Pour le recyclage d'actifs restant la propriété de l'État, nous attendons 1091 milliards. Pour les économies sur la réduction de la taille de l'État, nous attendons 50 milliards. Pour le moment, j'y reviendrai parce que nous avons un tableau assez long d'une 50aine de mesures qui sont encore en cours d'évaluation. Et l'essentiel de ces mesures porte sur la taille de l'État. Et enfin, sur le financement endogène complémentaire hors endettement, nous attendons 1352 milliards. Le tout nous permet de nous projeter sur 4605 milliards pour le moment, en attendant les autres mesures à évaluer, qui sont des mesures très importantes et qui, selon mes estimations, nous permettront d'ajouter peut-être 2000 à 2600 milliards à ce tableau. Et l'injection de ces ressources doit générer à peu près 1062 milliards de recettes fiscales, ce qui sera réparti sur les 3 années. La première année, 274 milliards, la deuxième, 444 milliards et la troisième année, 344 milliards. Ce qui nous donne un total de ressources projetées de 5667 milliards provisoirement. Alors, je ne sais pas si ils avaient remis la clé à la régie pour pouvoir vous projeter le tableau détaillé que je vais commenter maintenant. Pour les différentes rubriques, la synthèse des projections se décompose en mesures nouvelles et réalistes de génération de recettes publiques et leur potentiel budgétaire sur la période 2025-2028. Pour le financement endogène,
Je vous ai dit que le tableau, je vais citer pour chaque rubrique quelques lignes. Nous avons la ligne de renforcement de la collecte des dividendes des entités publiques, sur laquelle nous attendons 27 milliards. Le Sénégal, en tout cas l'État, a été assez négligent dans le suivi de son portefeuille et de la collecte des dividendes dans toutes ses participations, dans le secteur minier par exemple, où on a